Bonjour, alors nous allons parler obésité infantile en 2019, de prévention et de prise en charge nutritionnelle. Et lorsque l'on me demande d'intervenir sur le thème de l'obésité de l'enfant, j'ai toujours cette première image d'un enfant que j'ai pris en charge. Il s'appelait Tom, il avait 11 ans et nous étions à l'époque en 2004. Alors, souvenez-vous, à l'époque, c'est le plein boom sur les grandes ondes de l'affolement général face à l'augmentation d'obésité de l'enfant. Les professionnels de santé sont assez démunis, le phénomène est assez nouveau et les médias en parlent en boucle. Alors, le programme national nutrition santé, qui en est à l'heure actuelle à sa 4e version, est alors lancé en 2001. Donc, nous sommes au premier PNNS. Et les messages de santé publique sur l'importance de l'équilibre alimentaire et de l'activité physique sont à destination des populations pour justement enrayer cette obésité galopante. Alors, je suis alors installée dans le 14e arrondissement à Paris et je me suis présentée aux médecins de mon voisinage, de mon quartier, leur expliquant ma démarche de prise en charge. Alors, mes consultations sont exclusivement réservées aux enfants en surpoids ou obèses. Et l'un de mes premiers patients fut ce petit Tom. Tom, 11 ans, une bonne bouille de préadolescent, un peu caché derrière sa maman durant la première consultation. Je réalise durant mon enquête que ses apports sont hyper énergétiques. Son alimentation est hyper lipidique, très riche en acides gras saturés, hyper glucidique et très riche en produits sucrés. Alors, au niveau de l'activité physique, Thomas bouge peu. Il pratique une activité sportive classique à l'école, mais en dehors, il fait partie d'un club d'échecs. Par contre, il consomme à excès les écrans et nous sommes à l'époque des Game Boys. Sa maman est très inquiète, lui parle peu. En fait, je me rendrai compte au fur et à mesure des consultations qu'il est en grande souffrance à l'école et qu'il se replie progressivement. Je commence le travail d'éducation, j'apprends à la maman et à Thomas à équilibrer les repas, j'apprends à lire les étiquettes. Je me rends compte en fait que la maman n'a aucune connaissance des règles d'un repas équilibré et qu'elle ne sait pas faire de choix en fait dans les rayons de supermarché. Nous allons en reparler. Au bout d'un an, Thomas est passé d'une obésité de grade 2 à une obésité grade 1. Et au bout de 2 ans, Thomas, par de simples changements alimentaires, par une activité physique renforcée, j'avais convaincu sa maman de lui faire reprendre une activité sportive le mercredi, le samedi, le dimanche. Et puis, en l'occurrence, il s'était inscrit au football, la meilleure façon de se faire des copains. Il allait à la piscine, il marchait en famille tous les dimanches. Et Thomas est revenu, en fait, dans la courbe classique. Alors, ce qui m'a marqué dans la prise en charge de cet enfant, c'est d'une part la grande souffrance physique, la grande souffrance psychique de Thomas et comment dire, la méconnaissance de sa maman qui souhaitait pourtant bien faire. L'avantage avec la famille de ce petit homme, c'est qu'il souhaitait vraiment s'en sortir. Alors, bien entendu, je parlerai d'obésité commune dans le cadre de cette intervention. L'obésité commune qui, bien entendu, est une maladie multifactorielle, due à la nutrition, aux évolutions du mode de vie, à l'environnement. La condition, entre guillemets, est un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Alors, en 2018, on comptait 1,9 milliard d'adultes en surpoids dans le monde. 650 millions étaient obèses et 41 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses. En fait, en France, le phénomène est relativement récent. Il n'existe pas de données antérieures aux années 90. Par contre, on voit que les données sont bien plus anciennes aux USA. Alors, cette courbe de l'OCDE est assez intéressante puisqu'elle montre la projection, l'état actuel, et l'obésité actuellement et la projection pour les années 2030. Et vous voyez que les courbes sont ascendantes. Alors, en France, nous sommes bien loin des États-Unis, mais vous voyez que la progression est tout de même inquiétante. Il faut noter que le surpoids et l'obésité font plus de morts que l'insuffisance pondérale dans le monde. Alors, une autre diapositive, je montrerai peu de graphiques, je ne vais pas vous surcharger, qui est assez intéressante, c'est le pourcentage de personnes qui consomment en fait ces fameuses portions 5 fruits et légumes par jour. Et on voit qu'on est vraiment en dessous des recommandations. Et si vous regardez un petit peu de plus près ce graphique, c'est aussi un graphique qui représente la proportion par rapport à la catégorie socio-professionnelle. Et on voit ici que plus la catégorie socio-professionnelle est élevée, plus les personnes consomment des fruits et des légumes. Donc nous sommes en dessous des messages de santé publique.
du moins des recommandations de santé publique. Alors, une autre courbe qui est une autre photographie qui est assez intéressante de la prévalence du diabète de type 2. En fait, les premières publications du diabète de type 2 en pédiatrie datent des années 2000, donc relativement récent. Et on voit là la prévalence estimée aux alentours de 2025 du diabète. Et donc, c'est voilà, c'est un vrai problème de santé publique. Alors, par contre, restons positifs. Le temps passé à table, finalement, eh bien, la France reste championne, puisque nous sommes à 2h11. Je vous rappelle que la gastronomie française a été classée par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010. Donc, ça reste un élément important dans la prise en charge, c'est que la gastronomie française reste quand même un des piliers de notre culture française. Nous pouvons continuer à nous appuyer sur cette richesse. Alors, je passerai rapidement sur la définition ainsi que sur les facteurs associés qui ont été listés par la HAS, que vous retrouvez sur le site de la HAS. Je passerai aussi rapidement sur les complications et comorbidités puisqu'elles sont nombreuses, cutanées, orthopédiques, cardio-respiratoires, endocriniennes, métaboliques, on pense notamment aux dyslipidémies ou autres, et puis bien entendu les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles du comportement, les troubles des conduites alimentaires, les risques d'addiction bien entendu, et puis au niveau morphologique, il y a des conséquences qui sont qui concernent aussi les enfants, vergéture, gynécomastie, hypersudation, verge enfouie et qui entraînent souffrance physique et psychique. Alors nous avons des courbes qui ont été rééditées, revues, retravaillées et qui sont actuellement dans le carnet de santé, qui peuvent nous donner, comment dire, des indications qui peuvent être de bons signes d'alerte. À partir du moment où on remplit bien la courbe, on peut se rendre compte bien qu'il y a des signes d'alerte sur lesquels on va pouvoir intervenir dès la première alerte. En fait, la courbe orange que vous voyez ici est celle qui est entre guillemets normale. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où la courbe est harmonieuse, il est important donc de le remplir. En fait, il faut se rendre compte qu'au cours de la croissance, la corpulence va augmenter de manière physiologique. Elle va augmenter la première année de la vie, puis elle va diminuer, comme on le voit ici, elle augmente au cours de la première année de la vie, puis elle va diminuer jusqu'à l'âge de 6-7 ans. C'est ce qu'ils font dire d'ailleurs aux parents des enfants de la classe d'âge début du primaire, vous voyez 6-7 ans, 6-8 ans, 5-7 ans on va dire à peu près, que les enfants sont un peu maigrichons. Les parents souvent en consultation, quand on les voit, nous disent « Oh mais il est maigrichon ». Ah oui mais c'est normal, c'est un âge où les enfants sont un peu fluets et tant mieux. En fait, la remontée de la courbe à partir de cette période ici est appelée rebond d'adiposité. Et ce rebond d'adiposité est corrélé à l'adiposité de l'âge adulte. Plus ce rebond est précoce, plus le risque est élevé. Donc l'important, c'est d'observer une courbe harmonieuse. Alors bien entendu, il y a un maximum, un minimum, mais ce sont des statistiques. J'ai connu des enfants qui avaient une courbe harmonieuse tout en restant sur, voilà, voilà. Il y a bien entendu, c'est un maximum, mais ce sont des courbes. Alors, donc cette courbe est harmonieuse. On cherche une courbe harmonieuse. S'il y a une ascension continue de la courbe depuis la naissance, c'est-à-dire une courbe comme celle-ci, c'est un signe d'alerte. S'il y a un rebond d'adiposité précoce, vous voyez sur la courbe rouge, le rebond d'adiposité précoce, c'est un signe d'alerte. Enfin, un changement rapide de couloir est aussi un signe d'alerte. Vous voyez sur la courbe bleue ici, hop, l'enfant avait une courbe harmonieuse et hop, tout d'un coup, il change de couloir. Ce sont des signes d'alerte qui permettent, si on observe bien ces courbes et on intervient assez tôt, qui permettent d'intervenir le plus tôt possible. Alors, les causes. Les causes, il y a d'abord l'offre alimentaire. Alors, il faut bien se rendre compte, donc sur cette diapositive, on voit un supermarché de 1967 et regardez ici le rayon des yaourts, vous voyez, qui n'était pas ce qu'il est actuellement. J'ai pris en photographie mon rayon de supermarché de yaourt et là, l'offre alimentaire est
impressionnante. C'est-à-dire qu'en fait, on peut bien imaginer que le consommateur, s'il n'a pas d'information, s'il n'a pas d'éducation sur les choix à opérer, le consommateur peut se retrouver vite perdu. Et d'où mon exemple en début de la maman de ce petit homme. Le consommateur est perdu. Donc l'offre alimentaire a explosé. Et le souci est de faire des choix. Il n'y a pas que l'offre alimentaire, il y a aussi, alors si, bien entendu, je voulais vous parler de l'alimentation, une alimentation qui est retrouvée souvent hyper énergétique chez les enfants en surpoids ou obèses, avec une densité nutritionnelle des aliments qui est souvent médiocre, et nous allons en reparler, avec un problème du grignotage, alors ce n'était pas le cas du petit homme, mais on le retrouve souvent, le problème du grignotage, et puis le modèle du parent qui est important, parce qu'en fait, les parents qui s'installent à table avec leurs enfants, pour dîner, pour déjeuner, les parents qui montrent l'exemple en ayant une consommation assez variée, de produits, de fruits, de légumes, de toutes les classes d'aliments en fait. Le modèle du parent est très important et on se rend compte petit à petit qu'il y a un glissement de certains parents et on le retrouve chez justement les enfants qui ont des problèmes de surpoids, de laisser en fait les enfants manger seuls et de manger après les enfants. Donc le modèle du parent est important. Alors il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi l'activité physique. Alors on voit avec cette photographie de Robert Doisneau et qui, à l'époque, montrait des enfants qui partaient sur le chemin de l'école. Et le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, vous voyez souvent les enfants qui sont déposés en voiture. L'environnement a changé. Donc les enfants nous observons une diminution de l'activité physique des parents, des enfants, de la société en général. Une diminution de l'activité physique qui va de pair notamment avec l'augmentation du temps d'écran. Une enquête du réseau Morphée et e-enfance pardon, a montré sur 600 élèves du CE2 à la 4e que 28% des 9-10 ans ont un smartphone et 17% sont inscrits sur un réseau social. Les collégiens déclarent passer en moyenne 7h48 minutes par jour devant un écran. C'est autant de temps à ne pas bouger, bien entendu. Un autre élément important, le sommeil. Différentes études ont montré l'impact du manque de sommeil sur le poids. L'incidence de surpoids et d'obésité augmente de 21% pour chaque heure de sommeil perdu. Les enfants, une autre étude en 2016 sur 4231 enfants. Les enfants qui dorment moins de 10 heures dans les 2 premières années ont un risque plus élevé d'être en surpoids ou obèse à 4 ans. Enfin, une autre étude plus ancienne, qui est assez parlante, en 2004, les enfants en excès de poids à 9 ans ont dormi en moyenne 30 minutes de moins par jour, entre 3 et 5 ans. Alors, il y a aussi, bien entendu, la perception des familles. Un enfant rond est considéré par certains comme un enfant en bonne santé. C'est ce qui revient à ce que je vous disais au sujet des enfants de CP, CE1, CE2 qui sont un peu flués. Les parents disent « Oh, il est tout flué ». Ben oui, ils sont flués. La perception de certaines familles, c'est un enfant gros est un enfant en bonne santé. Et puis, qu'est-ce que la bonne santé pour les familles quand un enfant est un peu rond? Est-ce que les familles ont cette notion de risque voilà, la perception des familles est importante. Elle peut varier. Puis il y a aussi la notion de coût de certains aliments. Là, ça c'est aussi intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que les familles, déclarent souvent que les fruits et légumes sont assez chers. Et en fait, quand vous regardez un petit peu dans les caddies des supermarchés, regardez la prochaine fois que vous serez dans un supermarché, observez, certains caddies sont remplis de produits gras et sucrés. Pauvres en végétaux, pauvres en produits non transformés. Et finalement, le coût du caddie est parfois supérieur à ce qu'on pourrait faire si on utilisait moins de produits transformés, moins de produits gras et sucrés, d'où l'importance de l'éducation des familles. Alors, j'ai choisi, dans le cadre de cette intervention, de me centrer sur le goûter parce que je n'avais pas beaucoup de temps, donc il était nécessaire de faire un choix. Et j'ai pensé vous parler un petit peu des goûters des enfants, finalement, parce que eh bien, ça permet d'avoir une image un petit peu de ce qu'il en est. En fait, avant de vous parler de ces goûters, je vais
je vous parlais un petit peu du sucre. Parce qu'en fait, dans le sel, le sucre, enfin, ce qui nous pose problème dans notre alimentation, peut-être le sel, peut-être le sucre, peut-être les matières grasses, alors bien d'autres choses, évidemment, le manque de variété ou autre, mais là, je vais me concentrer un peu plus sur les nutriments. Et en l'occurrence, le sucre, je vais vous parler plus du sucre. Alors, dans la famille des glucides, vous avez bien entendu les glucides complexes, les glucides simples, mais moi, je vais vous parler du saccharose. Alors, je ne vous parlerai pas du fructose qui est véhiculé par les végétaux, hein, qui va véhiculer en même temps des fibres, des vitamines, des minéraux qui vont être intéressants. Je ne vais pas vous parler non plus du lactose, du lait, mais je vais vous parler du saccharose, du sucre-sucre. C'est-à-dire que de ce sucre qui ne véhicule pas ces vitamines, ces fibres, ce fameux sucre de table que vous connaissez bien, sous ce morceau de sucre, hein, que l'on va un petit peu élargir au sirop de glucose, etc. Donc, je vais centrer mon intervention sur ce sucre de table pour vous montrer un exemple. Mais bien entendu, il n'y a pas que ça. Alors, l'utilisation du sucre en industrie agroalimentaire est, est très fréquente. Vous allez retrouver ce sucre sous forme de sirop de glucose, maltodextrine, glucose, etc. dans les sauces tomates, dans les conserves, dans les soupes, dans le jambon, dans les plats cuisinés, etc., etc., etc. En fait, le sucre va permettre, entre autres, et je ne vais pas tout lister, de rehausser le goût, de colorer, de conserver, de rectifier l'acidité d'un plat, d'interagir à chaud avec les protéines pour la fameuse réaction de Maillard, etc., etc. Et donc, l'industrie agroalimentaire va utiliser ce sucre dans de nombreux produits. Et donc, en fait, nous allons avoir une consommation assez importante sans s'en rendre compte de ce fameux sucre. Alors, quand vous lisez une étiquette, il va falloir vraiment aller regarder au niveau, vous voyez glucides, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dont sucre, c'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas ce taux ici, c'est ce taux-là, ou alors la comparaison entre les deux. Et vous voyez que sur l'exemple de la sauce tomate, pour faire une sauce tomate bon marché, on prend des tomates pas bien mûres, et puis on rajoute du sucre pour rehausser le goût. Et donc, on va rajouter du sucre, et en l'occurrence, on va se retrouver pour 100 grammes avec l'équivalent d'un morceau de sucre. Un morceau de sucre, vous savez, le morceau de sucre classique, c'est 5 grammes de sucre. D'accord? Donc, on peut parler en équivalent sucre, finalement. Et ici, sur ces 6,3 grammes, vous avez 4,4 grammes de sucre. D'accord? Donc, ça veut dire que pour 100 grammes de sauce tomate, vous avez l'équivalent d'un morceau de sucre. Dans la barquette de carottes râpées, qui n'en a jamais mangé, cette fameuse barquette, eh bien, on peut compter en général entre 1,5 et 1 sucre d'ajouter. Alors, maintenant, je vais me recentrer un peu sur les enfants et je vais vous parler de goûter. On va voir un petit peu ce qu'il en est des goûters très prisés par les enfants, en l'occurrence, les fameux Kinder Chocolat. Alors, si on regarde ici sur l'étiquette, glucides dont sucre, vous avez, eh bien, par petite pièce de Kinder Chocolat, vous avez 6,7 grammes de sucre, soit presque, alors j'ai arrondi, 1,5 morceaux de sucre. Alors, ça, c'est un biscuit qui est assez prisé par les enfants, le fameux Melo Cake, qui est un petit peu étonnant quand on le goûte, parce qu'il, c'est une sorte de coque en chocolat et à l'intérieur, il y a une sorte de mousse blanche. Donc, si on prend un biscuit qui fait 17 grammes, nous sommes sur 9,4 grammes. Donc, les biscuits ne sont pas très gros, de sucre, ce qui représente en fait 2 morceaux de sucre, l'équivalent, c'est à peu près 10 grammes, donc 2 morceaux de sucre. On imagine facilement, donc moi je me suis procuré ces fameux petits Melo Cake, et on imagine facilement qu'un adolescent, les adolescents ont une période où ils mangent beaucoup, consommera tout le paquet de Melo Cake, en l'occurrence 6 biscuits, ce qui représentera 56,5 grammes de sucre, soit une consommation de 11 morceaux de sucre. Et autant dire aussi qu'au niveau de la densité nutritionnelle, elle est peu intéressante parce que, vous voyez, il n'y a pas de fibres au niveau on va reparler de l'aspect nutritionnel juste après. Alors ça, c'est un petit peu un mystère pour moi parce que en fait, c'est un produit qu'on ne peut absolument pas réaliser chez soi, complètement 100% industriel, qui a pas mal de succès auprès des enfants. Ce sont des petites gaufrettes qui ont été lancées en 2016 et qui sont vraiment à base 100% de produits industriels. Et quand on regarde un petit peu la composition,
eh bien, pour une gaufrette, et vraiment, elles sont toutes petites, un enfant n'en mange pas qu'une, on a 10,4 grammes de sucre par gaufrette, ce qui représente 2 morceaux de sucre par gaufrette. Alors celui-ci est assez connu aussi, hein, c'est une crème en fait coincée entre deux petits biscuits ronds, mais outre l'huile de palme, hein, parce qu'on va pas s'intéresser, on va s'intéresser vraiment comment dire, au sucre, mais outre le reste de la composition, on a 10,5 grammes de sucre pour 2 biscuits, ce qui représente 2 morceaux de sucre par biscuit ou 4 morceaux de sucre pour 2 biscuits. Si vous avez des enfants autour de vous, interrogez-les pour savoir combien de biscuits ils mangent. Alors c'est un biscuit qui est assez particulier, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que c'est une explosion de sucre dans la bouche un peu désagréable, voilà, à tester pour se rendre compte. Alors, ce paquet de biscuits a des airs un petit peu tout mignons et c'est en fait une belle approche marketing, je dirais, un piège tout de même de sucre. Dans un petit ourson qui fait 30 grammes, donc les oursons sont assez petits, vous avez 9,3 grammes de sucre, donc l'équivalent à peu près de 2 morceaux de sucre. Mais je dirais qu'il n'y a pas que ça. Par rapport aux parents qui justement sont perdus dans les rayons des supermarchés, eh bien, il y a d'autres choses. Il y a cette notion de charte harmonie qui conforte les parents dans un esprit de bien faire. Il y a le slogan « Nourris votre imagination ». Alors, il n'apparaît pas ici, mais il est sur l'envergure. Il y a la notion de riche en lait, qui est quand même un petit peu exagérée. Sans colorant ni conservateur, certes, mais il contient des additifs et notamment des émulsifiants. Et puis, 6% de l'AET qui rassure le parent, oui, mais l'enfant n'en prend pas qu'un seul. Alors, le gâteau roulé au chocolat que vous allez faire avec votre enfant dans votre cuisine va contenir environ, pour une part, l'équivalent d'un morceau de sucre. Et puis, il va contenir des œufs, de la farine, du chocolat, des ingrédients naturels. Pépito mini roulé, 12 grammes de sucre, plus de 2 morceaux par petite portion, dont 21 ingrédients et dont 9 additifs. Alors, j'avais envie de vous parler d'un goûter d'un enfant à peu près de 10 ans. Allez, on va prendre 10 ans. Un Capri Sun, une boisson à l'orange, 18 grammes de sucre. 4 biscuits Oreo dont on a parlé tout à l'heure, 37 grammes de sucre. Ce qui fait, pour ce goûter, 11 morceaux de sucre, l'équivalent de 11 morceaux de sucre. Mais on pourrait aller plus loin, puisque au niveau de l'apport énergétique, on explose les apports, 482 kilocalories. Alors, si on fait un petit match par rapport à un goûter très classique, un pain beurré confiture, avec un verre de lait aromatisé, eh bien, nous sommes sur 340 kilocalories avec 20 grammes de sucre. Et au niveau de la densité nutritionnelle, ce goûter est assez intéressant puisqu'il contient des glucides complexes, un corps gras, en l'occurrence du beurre, qui va apporter notamment de la vitamine A, et de la confiture, un verre de lait aromatisé qui va apporter du lactose notamment, du calcium, et d'autres minéraux bien entendu. Et donc, de ce côté, 4 biscuits Oreo, un Capri Sun, densité nutritionnelle qui est faible et 482 kilocalories avec 55 grammes de sucre. Alors, quelles sont les solutions? En fait, il y a la prévention primaire auprès des familles, auprès des enfants. Il ne faut pas un enfant qui est en surpoids, il faut rééduquer toute la famille. Il y a bien entendu les programmes de santé publique avec le programme national nutrition santé qui vient de voir le jour sous sa 4e forme, donc le PNNS 4, donc en ce début d'année 2019. Et puis ce fameux Nutri-Score qui est présent sur un grand nombre de produits à présent et qui permet de guider le consommateur. Il y a l'éducation à l'école qui est très importante. Maintenant, dans les programmes de l'école élémentaire, vous avez l'éducation nutritionnelle. Et puis, il y a bien entendu la place des diététiciens nutritionnistes, qui sont les experts en nutrition, qui peuvent intervenir, que ce soit au niveau des municipalités, des écoles, mais aussi au niveau au niveau des enfants en surpoids ou en surcharge pondérale, ou en état d'obésité. Donc là, on était sur la prévention primaire.
lorsque l'enfant est en surpoids ou en état d'obésité, l'enfant, l'adolescent va se retrouver face à d'immenses défis d'ordre psychologique, social ou physique. Et ce sont des enfants qui ont souvent du mal à se faire des amis. Ils ont souvent des problèmes d'apprentissage, de comportement liés à une faible estime de soi. Et ils sont dans une spirale péjorative qui petit à petit va les conduire à un repli très important et finalement au contraire de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire aller à l'extérieur, bouger le plus possible avec une alimentation équilibrée. Alors, les recommandations de la HAS, la Haute Autorité de Santé, sont la mesure du poids, les mesures du poids et de la taille, 3 fois par an de la naissance à 2 ans, 2 fois par an après l'âge de 2 ans, parce qu'on va pouvoir ainsi intervenir le plus tôt possible pour justement enrayer un début tout simplement comment? Par comment dire, une rééducation alimentaire. La perte de poids n'est pas un objectif prioritaire. Dans un premier temps, il faut noter l'importance de l'enquête alimentaire. Conduire une enquête alimentaire pour déceler les erreurs quantitatives et ou qualitatives. L'éducation de toute la famille, de l'enfant et de la famille, avec l'implication de la famille. Il faut obtenir l'adhésion de l'enfant. On ne le culpabilise pas, on ne le stigmatise pas, et bien entendu, augmentation de l'activité physique. Je vous rappelle que le programme national nutrition santé, c'est la nutrition, c'est égal à l'activité physique et l'alimentation. Ce sont les deux qui vont de pair. Donc, une augmentation de l'activité physique. En fait, ce qu'on va attendre, on va rééquilibrer l'alimentation de l'enfant, on va augmenter son activité physique, on va attendre qu'il grandisse sans grossir. D'où l'importance de la prise en charge la plus précoce possible et sans stigmatiser, sans culpabilité. Alors, bien entendu, je vous ai dit, ce sont des enfants qui ont... voilà, ils se retrouvent face à d'immenses défis psychologiques, sociaux, physiques. Et ce sont des enfants qui, comment dire, ont besoin d'un soutien parfois psychologique. Et donc, il faut savoir s'adresser aussi aux psychologues qui vont permettre ce soutien qui va être approprié. Alors, il est important de se rendre compte qu'il y a, excusez-moi. Donc, il y a les cures aussi de réduction pondérale qui existent, la chirurgie bariatrique, en sachant que les indications en cas de chirurgie bariatrique sont très précises, que ça ne concerne que vraiment une minorité d'enfants. Le parcours est très borné par la Haute Autorité de Santé. Et donc, voilà, c'est vraiment pour les cas exceptionnels. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que pour terminer ce diaporama, c'est que la probabilité qu'un enfant obèse le reste à l'âge adulte est d'environ 20 à 50%. À partir du moment où l'enfant est adolescent, la probabilité est de 50 à 70%. Donc, d'où l'importance d'une prise en charge très précoce et donc de la surveillance de ces différents signaux d'alerte. Je vous remercie pour votre attention.